en fait à la Bodega Colomé. C'est vrai que c'est un endroit qui est pas courant, qui est assez reculé. Peux-tu nous refaire assez rapidement ton parcours, s'il te plaît? Oui, bah donc je suis œnologue de Colomé depuis 2005. Donc, je viens de Bourgogne, donc j'ai fait mes études en Bourgogne. J'ai travaillé 3 ans en Bourgogne et 3 ans dans le Bordelais aussi. J'ai travaillé à Fronsac, à Pomerol et dans le Médoc. Donc j'ai fait mes bases en France, disons. Mais donc voilà, depuis 15 ans, je suis en Argentine. Donc ma carrière œnologique est beaucoup plus chargée en Argentine qu'en France finalement. Et c'était pas vraiment mon but dans la vie de venir et tomber amoureux de ce pays, des gens, de la culture, de la nourriture. Des modes de dégustation, mais je ne sais pas trop comment ça va donner parce qu'il y a beaucoup de soleil. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà, là c'est le vignoble de Colomé. On a du mal à… Moi, Je ne sais pas si personnellement, vous avez pu voir quelque chose. est-ce que tu arrives à voir quelque chose? Ah, maintenant, on te voit. Voilà, de nouveau. Est-ce que tu peux nous Ah ouais, non, je voulais remontrer? juste montrer le vignoble. D'accord, c'est Donc possible. voilà, avec la vidéo. Donc après, pour faire un peu… Donc voilà, je suis arrivé ici en 2005, c'était vraiment pas… Je suis venu en tant que touriste avec mon sac à dos, j'ai voyagé dans toute l'Argentine, découvert ce qu'était la culture argentine et surtout comme les Argentins peuvent être très chaleureux et toujours à donner la bienvenue dans leur maison. Donc ça m'a vraiment enthousiasmé avec la culture argentine. Et après, donc j'ai rencontré le propriétaire de Colomé en 2004, qui est suisse, et donc qui était en train de planter des vignobles entre 1700 mètres jusqu'à 3100 mètres d'altitude, ce qui pour moi était complètement impossible. De venir voir ce qui se passait réellement, et je suis tombé sur un pionnier réellement qui voulait planter les vignobles les plus hauts du monde et qui cherchait un œnologue pour du long terme. Il avait toujours eu des œnologues pour 1 ou 2 ans. Et donc voilà, j'avais seulement 27 ans à l'époque, mais bon, on a eu un bon feeling entre les deux. Et voilà, donc je suis entré dans Colomé, dans le projet Colomé pour être 4 ou 5 ans. Et voilà, ça fait 15 ans que je suis œnologue de Colomé. D'accord. Ok, très bien. Enfin, moi, évidemment, on connaît très bien ici à l'agence que c'est un de nos endroits, on va dire, préférés dans les Valles Calchaquí. C'est vraiment une destination vraiment particulière. Au-delà des vins qui sont bien évidemment très réputés dans la région et notamment, justement, dernièrement, je crois que la Bodega a gagné un prix assez important sur un concours apparemment sur Londres. C'est bien ça? D'après ce que j'ai lu, Oui. il ferait partie des 50 meilleurs vins du monde qui ont été testés entre 16 000 vins. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, donc c'est la revue Decanter à Londres, qui fait une dégustation annuelle, tout à l'aveugle, donc personne ne sait ce qu'il y a dans la bouteille. Il y avait près… Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Tigno? Allô? Ouais. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends, moi. Thibaut, est-ce que Vous tu nous entends? m'entendez? Moi, j'ai l'impression de t'avoir perdu juste 30 secondes. Oui, oui. Je pense que Il c'est… y a des Oui, moments ça a de coupé, oui. coupure. Thibaut, je pense que Voilà, tu as une c'est connexion bon. qui est un peu faiblarde. C'est normal en même temps. Ah oui, oui, je suis un Ouais. peu… c'est un peu Ça, le problème de Colomé. C'est pour ça que Live. j'ai pas pu faire la vidéo dans le vignoble. On n'a pas de signal de téléphone, et voilà, je suis sur le câble de la cave, et bon, ça va et ça vient. On est un peu isolé. Il faut s'imaginer qu'on est à 5 heures de route de Salta, de la ville de Salta, et de la route de terre, et on est vraiment, vraiment isolé. Colomé, c'est un petit village de 500 habitants
Et bon, on n'a pas toute la communication qu'on voudrait. Pour revenir justement à Decanters. Vas-y. Pour revenir à Decanter, donc oui, c'est une dégustation de près de 17 000 vins, tout à l'aveugle, par catégorie. Donc notre vin faisait partie des vins d'Amérique du Sud. Il était élu le meilleur vin d'Amérique du Sud, avec le Best of the Show d'Amérique du Sud. Et oui, il fait partie des 50 meilleurs vins du monde. Après, ça reste une dégustation, tout reste très, très subjectif, bien sûr, mais bon, on est très fiers d'avoir pu obtenir cette récompense et tout un travail d'équipe derrière ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas un cépage traditionnel d'Argentine. On a gagné ce prix avec un Tanat qui est plus un cépage du Madiran ou du Uruguay. Mais bon, le Tanat a quand même ses grandes qualités ici dans le nord-ouest argentin, et on a eu la chance de gagner ce prix vraiment unique. D'accord. Écoute, merci pour cette explication. Je vais demander à la régie s'ils peuvent mettre en route justement le lien de la vidéo pour que les auditeurs puissent se rendre compte en fait de l'endroit où se trouve Colomé et avoir une petite image en fait de la bodega en général et de tout l'environnement. Donc, je ne sais pas si c'est Thomas ou… Antoine, je vais essayer de reprendre, ouais. Attends. C'est possible, sachant que sur ma présentation, ça ne passait pas. D'accord, donc tu avais vu avec Thomas. Voilà. Alors, on va faire ça. Tu vas me dire si c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok. La vidéo est au début ou… Sur le YouTube, oui, au début. Voilà. Et là, tu mets en plein écran. Voilà, s'il te plaît. Ouais, ça arrive. C'est bon, tout le monde? Tu vois, tout le monde? C'est parti. Parfait. This road crosses mountains, rivers, and rises up to the clouds. It links you to wines, grown at one of the highest places on earth. Path cut through sand and stone leads us to a place where we grow grapes below blue skies and snow-capped peaks to craft rich, complex wines. The road is a thread that connects us all. It links us with our history and tradition. A route that first began in 1831. It is the road Donald Hess embraced when he bought his vineyard and took the path less traveled. He found his own way and pushed winemaking to even greater limits here in Colomé, to find unexpected riches at the top of the world. For over 180 years, we have followed our own path that winds through dramatic landscapes. Ours is a path of encounters, ribbon of life, always heading up, swimming against the current, and climbing higher to find the perfect place where our vines shiver at to 10,200 feet above sea level, and where we could create a wine born of extremes. Where the road ends, our dream begins. Colomé. Allô? Est-ce que… Voilà, on est de retour. On espère que vous avez pu suivre la vidéo, même si c'était pas forcément en très haute qualité. Au moins, ça vous donne un petit aperçu en fait de là où se trouve Thibaut actuellement. Alors, l'idée de ce webinaire, de cette présentation, c'est à la fois
profiter d'avoir Thibaut parmi nous pour lui poser des questions et échanger, évidemment, si vous avez des questions. On va également passer par la présentation de nos différentes destinations Vinomundo, donc à travers les agences Terra. Et on passera ensuite à la phase de dégustation. À ce propos, on vous avait invité à venir avec votre vin préféré, et peut-être un vin argentin si vous en avez dans la cave, comme c'est le cas pour Pierre, qui apparemment est venu avec sa bouteille de Colomé Torrontés. Moi, j'ai la mienne aussi qui est prête, bon, même s'il est un peu tôt ici, il est juste midi, mais voilà, on va quand même accompagner. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez déjà déboucher votre bouteille pour la laisser respirer et en attendant le moment de la dégustation. Thibaut, est-ce que tu es toujours là? Je ne te vois plus. Oui, je suis là. Bon, on est de retour. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, par rapport à la région, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la particularité, en fait, comme tu le disais, de la Bodega Colomé, qui est située à 2300 mètres d'altitude et qui a, en fait, qui est considérée comme des vins de haute altitude. Et voilà, quelle est vraiment la particularité, l'influence que ça peut avoir, l'altitude par rapport à la vinification? Bien. Déjà, il faut imaginer l'Argentine. 80% de la production des vins argentins sont à Mendoza, qui sont à peu près sur la latitude 33, au même niveau que Buenos Aires. Nous, ici, dans la province de Salta et Colomé, on est à 1500 km au nord de Mendoza, vraiment très proche de la frontière bolivienne et la frontière chilienne. Non? Donc, on est pratiquement sur le tropique du Capricorne, donc sur le 25e parallèle. Donc, vous pouvez imaginer qu'au niveau de la mer, sur les tropiques, il pleut tous les jours, il fait beaucoup trop chaud pour faire du vignoble. Donc, il faut monter en altitude pour pouvoir produire le raisin. Donc, c'est pour ça que le minimum d'altitude ici dans la province de Salta, c'est 1600 mètres et on monte jusqu'à 3111 mètres, qui est l'un des vignobles les plus hauts du monde. Donc, nous, la caractéristique de Colomé, justement, c'est qu'on a quatre vignobles à 4 terroirs différents et à 4 altitudes différentes. On a 1700 mètres, 2300 mètres, où est la cave de Colomé, de 1600 mètres et jusqu'à 3100 mètres d'altitude, qui est, comme je disais avant, l'un des vignobles les plus hauts du monde. On a été les premiers à planter des vignobles au-dessus de 3000 mètres. On a commencé en 2003. Maintenant, il y a quelques autres vignobles dans la province de Jujuy et aussi en Chine, au Tibet plutôt qu'en Chine, pardon. Donc voilà, on a été les vignobles les plus hauts du monde pendant plusieurs années, inscrits dans le Guinness. Mais maintenant, donc voilà, comme je disais, au Tibet, ils ont planté des vignobles plus hauts. Donc c'est un bel argument marketing, bien sûr, mais qu'est-ce que ça apporte au raisin d'aller autant en altitude? Donc il faut imaginer qu'à plus de 2000 mètres, il y a beaucoup moins d'ozone dans l'atmosphère, donc beaucoup plus de radiation d'ultraviolets. Et le raisin doit se protéger de ces ultraviolets, sinon ça le brûle directement. Donc la seule façon de se protéger des ultraviolets, c'est en produisant une peau plus épaisse et plus obscure. Et donc cette peau va donner la couleur au vin. Donc ici, on aura toujours des vins extrêmement colorés, et ça donne aussi la structure. Donc ça donne des vins concentrés. Mais en même temps, plus on monte en altitude, plus on a des nuits fraîches. Donc, une grande amplitude thermique entre la journée et la nuit. On parle en époque de maturation du raisin de 20-25 degrés de différence entre le jour et la nuit. Et donc, les nuits très fraîches nous permettent de garder beaucoup d'acidité et beaucoup de fraîcheur dans les vins, beaucoup d'élégance. Donc, c'est un bon compromis entre la concentration pour les ultraviolets et en même temps beaucoup d'élégance pour les températures fraîches de la nuit. Et justement, nous, à Colomé, comme on a quatre différentes altitudes et 4 différents terroirs, ça me donne beaucoup de différents styles de Malbec, différents styles de vin pour élaborer un assemblage. Et après, justement, les autres caractéristiques de Salta, des sols de Salta, c'est justement qu'on a des sols très différents. On peut avoir des sols très sableux qui vont donner des vins très fruités et très directs.
quand par contre des vins avec beaucoup de pierres, beaucoup de granit, jusqu'à des volcaniques un peu, ça donne beaucoup de minéralité, des vins beaucoup plus acides. Donc tous ces différents terroirs, ces différentes altitudes donnent beaucoup d'outils différents pour élaborer des vins très complets, avec une ligne générale quand même des vins concentrés. Après, c'est des climats ici assez chauds, non? Donc là, on est au début du printemps, il va faire 28-29 degrés aujourd'hui. Donc, avec des journées assez chaudes, on a des vins assez puissants. Souvent, je les compare plutôt à des vins du sud de la Côte-du-Rhône, un peu Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, pour ceux qui connaissent, donc des vins plutôt sur le fruit noir et très riches, mais justement grâce à l'amplitude thermique qui garde une belle acidité. Après, l'une des caractéristiques aussi de Colomé, c'est qu'on est la cave la plus ancienne d'Argentine depuis 1831, la plus ancienne en activité. Non, il y avait d'autres caves avant qui ont disparu avec le temps. Bien sûr, comparé avec l'Europe, où il y a des caves qui ont plus de 1000 ans, ça paraît rien du tout, mais on est vraiment une cave très historique ici en Argentine. Et en même temps, un des grands avantages, c'est qu'on a des plantes de plus de 150 ans. Il faut imaginer qu'en France et en Europe en général, 90% des vignobles ont été éradiqués, ont disparu pour une maladie qui est le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Et ici le phylloxéra n'est jamais arrivé. Donc, on a des plantes qui ont plus de 100 ans, jusqu'à 150 ans. Pré-phylloxéra, c'est des plantes qui ont disparu en France. Donc, ça aussi, c'est vraiment un trésor qu'on garde avec beaucoup d'attention et qu'on essaie de multiplier ce patrimoine avec des nouvelles plantations à partir de ces très anciennes plantes. Donc, même si on parle toujours de vin du Nouveau Monde, Colomé a quand même une histoire, un background assez important et qu'on essaie de mettre en valeur. Pierre, tu voulais intervenir? Oui, je trouve ça tout à fait passionnant. Ce qui est passionnant, moi j'ai eu la chance d'aller à Colomé, c'est vraiment un endroit magique. Et d'y séjourner, je sais pas si encore maintenant il y a l'hôtellerie qui fonctionne, parce que je sais qu'à un moment ils avaient arrêté, etc. Enfin, en tout cas, c'est un endroit absolument magique. Et ce que je trouve passionnant dans ton intervention, c'est la possibilité pour toi que tu as de comparer aussi avec évidemment les cépages français et la vinification française. Et en t'écoutant, j'étais en train de me poser la question, peut-être que c'est une question un peu spéciale, mais je me demandais pourquoi il n'y avait pas de Torrontés en France, ou alors il y en a, il n'y a pas de Torrontés en France, je crois pas. Non, il n'y a pas de Torrontés en France. Il y a un Torrontés en Galice, en Espagne, mais ce n'est pas le même. Donc, en fait, le Torrontés, c'est le seul cépage autochtone d'Argentine. Premièrement, sont arrivés les conquistadors en Amérique du Sud, et après sont arrivés les missionnaires pour faire la conquête religieuse, la conversion religieuse, pardon. Et donc, partout où va un missionnaire avec une église, il doit produire un vin. Et il n'y avait pas de raisin en Amérique du Sud. Donc, ils ont apporté deux variétés, qui est le muscat d'Alexandrie, qui est commun dans le sud de la France, mais aussi très commun en Espagne. Donc, le muscat d'Alexandrie et ce qu'on appelle la Criolla Chica ici en Argentine, qui est la Pristane espagnole. Donc, avec ces deux raisins, ils produisaient le vin de messe pour les nouvelles églises en Amérique du Sud. Et naturellement, ces deux variétés se sont croisées naturellement dans les vignobles quelque part en Amérique du Sud, entre le sud de la Bolivie et le nord de l'Argentine, donc ici à Salta. Et ce croisement est devenu le Torrontés. Donc, c'est un croisement entre le muscat d'Alexandrie et la Mission Grape, Uva País, au Listran. Il y a beaucoup de noms différents. Et justement, c'est vraiment 100% produit en Amérique du Sud, et de ces 100%, 95% sont produits ici en Argentine. Il y en a un petit peu au Chili, je crois un petit peu en Uruguay aussi, et au sud de la Bolivie, mais c'est vraiment produit ici en Argentine. Et ça n'a jamais traversé l'océan, ça n'a jamais été produit en Europe. Il faut aussi savoir que le Torrontés, donc pour le muscat, c'est un raisin très aromatique qui pourrait ressembler un peu
justement, Muscat d'Alexandrie, ou plus connu, le Gewürztraminer alsacien. Donc, c'est très, très aromatique, mais c'est sec. Donc, ce n'est pas du tout un vin sucré. Donc, beaucoup d'arômes, beaucoup d'explosions de fruits au nez, beaucoup de fleurs blanches, du jasmin, pamplemousse, fruits exotiques, litchi. Mais en bouche, par contre, ça n'a pas l'ampleur d'un chardonnay ou d'un sauvignon blanc. Ça reste des vins assez acides, mais assez courts en bouche. Donc, un très bon vin d'apéritif. Et également, pourquoi ça n'arrive pas en Europe? Parce que ça a besoin de climat assez chaud, finalement, et je pense que ça aurait un peu de mal à s'adapter au climat européen. Je pense que ça pourrait marcher dans le sud de la France, en Italie ou en Espagne, mais il y a déjà tellement de raisins blancs implantés en Europe que le Torrontés ne va pas vraiment avoir de succès là-bas, je pense. Même pour nous, pour l'Argentine, qui sommes de loin les plus grands producteurs de Torrontés au monde, ça reste un produit de niche. On a du mal à l'exporter parce que déjà, c'est pas du tout connu, c'est pas un raisin que les gens recherchent, donc ça demande beaucoup de travail sur le terrain pour le vendre. En général, une fois que les gens l'ont goûté, ils l'adorent, mais il faut réussir à entrer dans le faire servir une coupe au consommateur pour qu'il tombe amoureux du vin. Donc c'est toujours un vin un produit de niche. Et après, pour revenir un peu en arrière, on a parlé un peu du tourisme. Donc, en ce moment, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en Argentine, ça fait bientôt 7 mois qu'on est en confinement. Donc, il n'y a pas du tout de tourisme actuellement. Mais après, une fois que ça va se rouvrir, on espère très bientôt. Oui, à Colomé, on a deux facilités pour recevoir des touristes. On a un centre de visite pour passer la journée, donc avec dégustation, déjeuner, visite de la cave et d'un musée. Il y a un musée d'art contemporain à Colomé de James Turrell. Donc ça, on reçoit des gens toute la journée. L'année dernière, on a reçu 8000 personnes à Colomé. Et en parallèle, il y a l'hôtel qui est ouvert avec 9 chambres, un hôtel assez exclusif, disons. Donc là, avec tous les avantages d'un hôtel. Mais comme je disais, en ce moment, on est fermé pour le confinement. Très bien. Et je voyais, tout à l'heure, tu as mentionné un peu la Bolivie, qui est aussi évidemment un pays, qui est un pays où ils cultivent du vin en altitude, notamment dans la région de Tarira et Samaipata. On a d'ailleurs sur notre site Vinomundo mis en lumière un viticulteur bolivien qui a eu lui aussi pas mal de succès avec son Tanat. Je ne sais pas si tu le connais, Francisco de 750 Veirenda, donc tu pourras regarder sur le site. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, des vins boliviens, de leur production? Moi, j'ai voyagé à Tarija il y a 8 ans à peu près. Donc, c'était en plein essor. Traditionnellement, justement, la culture bolivienne, la viticulture bolivienne, c'était un vin blanc de table à la base de Muscat d'Alexandrie, donc des productions énormes de raisins pour faire des vins très légers, un peu sucrés, et le Singani. Oui. Le Singani qui est un distillat de muscat, justement, donc un digestif, disons. Mais justement, il y a 8 ans en arrière, ils étaient en train de développer toute la viticulture plutôt plus de haut de gamme, avec des nouvelles plantations, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Tanat également. Donc c'est en plein essor. Il n'y a pas la même histoire de viticulture que l'Argentine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œnologues argentins qui voyagent à Tarija pour travailler avec les nouveaux exploitants boliviens. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel puisque le climat et les terroirs sont très similaires justement au nord-ouest argentin, la province de Salta. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de potentiel. Il faut juste que ça commence un peu à se stabiliser et à croître. Mais sans aucun doute, un très beau potentiel en Bolivie. Oui. Et aussi, Vinomundo présente pas mal de vins d'Australie et d'Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques ou même en comparaison? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les vins argentins et les vins sud-africains ou australiens? Est-ce qu'il y a des choses à noter en particulier?
Les vins australiens ont toujours été très reconnus plutôt pour ce qu'ils appellent le Shiraz, qui est le Syrah finalement, la Syrah qui est originaire des Côtes-du-Rhône. Donc pendant toute la décennie de 2000-2010, c'était vraiment le vin en vogue, c'était les vins australiens, en produisant des vins vraiment très riches, beaucoup de volume en bouche, très rond, très fruité, très explosif. Et après, ça a eu un peu tendance comment dirais-je, à baisser justement ce succès. Et là, ils sont en train de se redécouvrir en faisant des vins beaucoup plus frais, à chercher des vins beaucoup plus plaisants plutôt que des vins très lourds qui étaient à la mode au début des années 2000. Donc, il y a un peu un changement en Australie à rechercher des syrahs plus frais, à planter du Cabernet Sauvignon, à chercher quelque chose d'un peu nouveau. Et cette mode un peu des vins du Nouveau Monde plutôt lourd, boisé, très mûr, qui était aussi en Argentine quand moi j'ai commencé. Il y a vraiment une évolution, c'était une mode très nord-américaine finalement. Et dans ça, il y a vraiment un changement où on est en train de rechercher plutôt des vins plutôt sur la fraîcheur et l'élégance plutôt que des vins lourds et très boisés. Donc ça, c'est une tendance ici en Argentine très marquée, surtout à Mendoza où ils ont des climats un peu plus frais que nous. Mais ici aussi, on cherche à vendanger un peu plus tôt, utiliser moins de bois neuf, travailler plus avec la nature finalement et revenir à la base du terroir plutôt que de travailler œnologiquement avec le bois ou toutes sortes d'interventions. On retourne vraiment au travail naturel. Après, l'Afrique du Sud est très reconnue aussi pour le pinotage, qui est un cépage typique de l'Afrique du Sud et très classique de là-bas, qui est plutôt léger, assez frais, et les assemblages plutôt style bordelais, avec beaucoup de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Donc, plutôt une influence plutôt française pour l'Afrique du Sud et beaucoup plus Nouveau Monde pour l'Australie. Mais comme je disais tout de suite, il y a vraiment une évolution dans les vins du Nouveau Monde à la recherche de plus d'élégance et de fraîcheur plutôt que ces vins plutôt plus lourds et plus mûrs. D'ailleurs, à ce propos, Thibaut, j'ai lu qu'apparemment en Afrique du Sud, on jouait de la musique classique dans les vignes. Alors, je ne sais pas si c'est un processus que tu connaissais ou qui sert particulièrement à quelque chose ou que c'est vraiment quelque chose de plus de marketing par rapport aux vignes. Je pense qu'il y a pas mal de… C'est ça, Antoine? Comment? Je me demande si c'est de la flûte. Oui, si c'est de la flûte traversière, non, mais apparemment c'est du violon ou je ne sais pas, mais non, mais apparemment c'est véridique. Donc, est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que tu en penses toi qui est constamment justement dans les vignes? Nous, ici, on a essayé de chanter de la cumbia villera, mais ça ne marche pas du tout. Ça peut marcher, d'accord. Le vignoble n'a pas du tout aimé. Hein. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas la cumbia, c'est cumbia villera, c'est le rap très bas de gamme d'Argentine, disons. C'est 3 notes, il n'y a pas plus que ça. Voilà. Non, mais c'est par rapport au processus, par exemple, voilà, sur les vins, apparemment aussi en Europe. On voit qu'il y a certains pays qui gardent, par exemple, le vin, enfin, qui enterrent le vin sous la mer, des fois dans des amphores d'argile sous 25 mètres ou 30 mètres sous la mer. Est-ce que ce processus-là en particulier, évidemment, on rigolait sur la partie d'Afrique du Sud, mais est-ce que, par exemple, sur ce processus en particulier de Croatie, il y a quelque chose d'amélioration en fait dans le process? Comme je disais, il y a beaucoup de retours aux techniques ancestrales. Donc, il y a beaucoup de retours en fermentation en amphore, retour au ciment plutôt que l'acier inoxydable, retour aussi aux vins sans soufre, les vins naturels qui sont très en vogue. Je pense qu'il y a vraiment une recherche du producteur et du consommateur de quelque chose de plus proche de la nature, beaucoup moins d'intervention œnologique, beaucoup plus de représenter le terroir et de retourner un peu aux sources de l'œnologie. Après, le fait d'enterrer sous la mer, ça vient un peu d'une découverte qui a été faite il y a plus de 10 ans déjà, d'un bateau dans les Baltiques, rempli de champagne de Veuve Clicquot qui allait
qui allait fournir en Champagne le tsar de Russie. Donc le bateau a coulé, ils ont retrouvé la cargaison et avec un champagne en parfait état, bien sûr un peu moins de bulles, avec l'évolution, il avait plus de 100 ans le champagne bien sûr, mais ce qu'ils se sont rendus compte c'est qu'avec la pression sous la mer et l'environnement salé, finalement le vin a une évolution beaucoup plus lente que l'atmosphère normale, disons. Donc encore une fois, je pense bien sûr qu'il y a un côté marketing là-dessus, ça fait parler, mais il y a des avantages pour le vin sans aucun doute. Bon, pour nous, c'est un peu difficile, non? On est à plus de 1000 km de la mer, donc au contraire, nous, on va le mettre tout en haut de la montagne et on verra un peu l'évolution en élevant les vins en haut de la montagne. Mais d'ailleurs, ici aussi, moi j'ai vu mes premières vinifications, ça m'a vraiment surpris. Ici, on a beaucoup moins d'oxygène avec l'altitude. Et la levure a besoin d'oxygène pour fermenter, non, pour transformer les sucres en alcool. Et j'ai trouvé des fermentations beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues, justement parce que la levure a un peu plus de mal à se développer. Et c'est pour ça aussi qu'on retourne toujours plus à des fermentations naturelles, sans ajout de levure achetée, de levure commerciale, puisque la levure indigène, celle qui est naturellement présente dans le vignoble, est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus efficace que la levure achetée. Et ça permet aussi de respecter beaucoup mieux notre terroir et l'expression d'un endroit unique comme Colomé. D'accord. Écoutez, moi, je vais vous proposer, le temps passe relativement vite. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter la collection et surtout le site internet de Vinomundo auprès des auditeurs? C'est à toi. Oui, Vas-y. donc là, je vous partage mon écran. Je ne sais pas si tout le monde voit Si, c'est bon. mon écran. Donc déjà, pour expliquer en quelques mots la genèse du projet, c'était d'ailleurs avec mon associé historique Fabrice. Il y a quelques années, peut-être il y a 3-4 ans, on discutait du vin, on est passionnés tous les deux par le vin, et il me disait ouais, ça serait quand même vachement bien qu'on fasse une collection de voyages thématiques autour du vin, et puis toi le vin ça te plaît, etc. C'est ta passion aussi, donc est-ce qu'on ne pourrait pas monter des voyages, une collection de voyages? Et c'est vrai qu'au départ, c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément trop comment associer les choses. Et en creusant le sujet, on s'est dit, mais oui, il y a quand même un truc et tout. Et donc, effectivement, on a décidé de mettre au point une collection de voyages autour du vin. Je préfère appeler ça plutôt une collection de voyages autour du vin, car l'idée, ça reste quand même de favoriser la rencontre entre les viticulteurs, les vignerons, le terroir et puis les clients. Et donc, ce ne sont pas, c'est pas des voyages qui proposent que des enchaînements de visites de caves hyper pointus, etc. Pierre, je te coupe et j'interviens pour préciser que effectivement, le vin est un super véhicule de rencontre ou d'émotion ou de convivialité, et je pense que tu l'incarnes bien, car tu es l'un des types que j'ai rencontrés dans ma vie qui exprime beaucoup la convivialité. Voilà, tu respires la convivialité et tu colles bien à cette collection, c'est vrai. Pierre, je te rends la parole. Merci. Et voilà, c'est exactement, enfin en tout cas, c'était l'idée, c'était vraiment de faire des voyages autour de la thématique du vin, car je trouve qu'il y a tellement de similitudes quand on déguste un vin. On est transporté, enfin je sais pas, moi c'est sûr que en étant à Annecy, je suis dans la cave en train de boire un Torrontés. Ça me rappelle non seulement des souvenirs quand je vivais en Argentine, de mon passage à Colomé, je passais une semaine là-bas, donc c'était fantastique. Et donc, il y a la notion de souvenir, et même quand on découvre des nouveaux vins, dans le verre s'exprime tout un tas de choses liées au terroir, etc. Et voilà, et on imagine le soin qui a été apporté derrière. Voilà, donc pour moi, le voyage et le vin, c'est évident, c'est comme des cousins qui
qui s'approchent, etc. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire ça, de mettre tout ça en musique dans une collection. Donc on a pris, on a en tout cas essayé de choisir des pays évidemment où il y a un intérêt au art viticole, mais pas que. Effectivement, et donc je vais parler aussi de ces pays-là. On a l'Afrique du Sud, on a l'Argentine, bien évidemment, avec les régions qu'a présenté Thibaut, donc Mendoza et puis le nord-ouest argentin. On a l'Australie avec les principales vallées, la Bolivie. Donc nous, on n'a pas choisi Tarira, mais Samaipata, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un œnologue super sympa quand je suis allé à Provence, à Düsseldorf, il y a 2 ans, un Bolivien, il y a sa vidéo et tout. C'est un gars absolument incroyable qui parle français et qui est marié avec une Suisse, je crois, qui fait son propre vin, qui a eu des prix aussi avec des canteurs et tout. Voilà. Le Chili, bien sûr, qui est une destination viticole vraiment importante. La Croatie, voilà, aussi. Et donc aussi l'Équateur. L'idée, par exemple, sur l'Équateur, c'était l'Équateur n'est pas une destination viticole, mais par contre, il y a l'Équateur produit un des meilleurs chocolats du monde et il y a une thématique autour des saveurs. Et donc, du coup, il y a un voyage autour des saveurs, un peu de gastronomie, etc. Voilà. Et donc c'est ça la collection Vino Mundo. C'est pas une collection de voyages hyper technique sur des vins, etc. C'est la rencontre, la mise en exergue des saveurs et de la gastronomie et des rencontres dans chaque pays. Voilà, donc je vous invite, on peut regarder par exemple sur l'Argentine, effectivement, fois sur chaque destination, on a imaginé un circuit et donc effectivement le circuit permet d'avoir un aperçu du pays. Alors après, on peut évidemment, tous les circuits chez Terra sont sur mesure, donc on peut complètement les adapter. Mais voilà, nous, ça nous paraît être un éclairage, ça donne une manière différente de connaître la destination sans être uniquement un voyage technique sur le vin. Donc là, effectivement, dans ce voyage-là, on visite Buenos Aires. À Buenos Aires, on va rendre visite à c'est à Palermo, je crois, il y a un café où il y a un œnologue qui vous déroule le voyage, etc. Enfin, des trucs super sympas. Après, on visite des bodegas à Lorán de Cuyo, dans la vallée de Luco. Effectivement, on va bien sûr à l'Estancia Colomé le jour 8. Voilà, on fait différentes choses. Voilà. Donc, on a dans chaque pays présente un ou plusieurs voyages. Et donc, effectivement, voilà, c'est un peu l'idée. Et aussi, ça, j'aime beaucoup cette partie-là. C'est à la fin, j'ai commencé, j'ai pas fini parce que ça prend du temps et que c'est compliqué. Mais je pense qu'on pourrait largement te faire une place, Thibaut, des portraits de vignerons. Et donc, voilà, je trouve ça assez sympa. Si demain, tu as l'occasion de nous faire une petite vidéo, Antoine, avec Thibaut, ça serait sympa qu'on ait C'est prévu. vidéo, un beau portrait de Thibaut, ça serait sympa. Donc là, j'ai mon Francisco avec son vin de Bolivie à 1750. Voilà. Et puis ça, c'est le Mathieu Lavacchi, qui est aussi notre œnologue à Cape Town, qui accompagne les groupes. Voilà. Et voilà. En gros, Vino Mundo, il y a pas mal de contenu. Ce site existe également en anglais. Et m'a permis aussi de faire quelques salons gastronomiques et qui allient le voyage et la gastronomie et le vin. Il y en a quelques-uns en France. Donc voilà, pour présenter en quelques mots Vino Mundo. Et je te laisse la parole, Antoine, car je crois qu'une dégustation nous attend. Exactement, c'est la partie apparemment la plus importante vu qu'on est en fin de salon. Et voilà, je pense que tout le monde attend ça. Par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat sur le côté. Et n'hésitez pas à nous dire aussi, pour ceux qui sont venus avec leur bouteille de vin. Donc, Pierre, je sais qu'il est venu avec son Torrontés de la Bodega Colomé.
Moi, je suis avec un Amalaja, qui est aussi de la Bodega Colomé, qui est donc un Malbec Cabernet Franc. Et Thibaut, est-ce que tu pourrais nous guider, en fait, justement, dans une dégustation de vin, voilà, nous décrire un petit peu les différentes étapes et comment, en fait, déguster de la meilleure manière un bon vin de Colomé. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat ou nous dire ce que vous êtes en train de déguster. Il est 18h en France, donc voilà, c'est l'ouverture bientôt de l'apéro dans 5 minutes. C'est prévu, les apéros dans 5 minutes, donc on va pouvoir déborder, je pense, ou enchaîner directement par la suite. Mais le quiz, hein. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Oui, Okay, le quiz. On a le quiz juste après la dégustation. On va faire participer à un quiz pour vous faire gagner justement une bouteille de Colomé. On vous demandera de scanner directement. Je vais vous le mettre ensuite à l'écran pour que vous puissiez participer directement. Prendre une photo sur votre téléphone portable et l'application va s'ouvrir toute seule. Là. Voilà pour répondre. Et le vainqueur gagnera donc une bouteille de Colomé. On t'écoute Thibaut pour la dégustation, si tu peux nous aiguiller. Oui, ok. Donc, comme il y a du rouge et du blanc, j'avais un verre de chaque. La première chose, c'est au service. La première chose qu'on va regarder, c'est la couleur. Donc là, par exemple, un vin blanc, plus on est sur des notes claires, un peu sur pas trop doré, un peu doré pâle ou un peu verdoso, un peu vert. Ce sera plutôt un vin blanc jeune. Et plus on va évoluer sur des couleurs un peu plus évoluées, un peu plus obscures, un doré plus intense ou même jusqu'à un peu la couleur tuile, ça nous indiquera que le vin est plutôt orangé, disons. Le vin est déjà plutôt vieux. Donc ça, c'est presque transparent. Plutôt sur des notes un peu vertes et un doré très pâle. Donc ça, c'est un Torrontés 2020 qu'on a déjà mis en bouteille ici. Bien sûr, ici, c'est l'hémisphère sud, donc on vendange en mars et on met en bouteille, par exemple, le Torrontés, je l'ai mis en bouteille depuis le mois de juillet. Donc là, des couleurs très pâles. La seconde, comment dirais-je, bouger la coupe. Donc là, on va voir apparaître les jambes. Donc là, il y a très peu de jambes, donc ça indique que c'est un vin plutôt léger, avec peu de corps, et qui sûrement va être plutôt sur la fraîcheur. Non, un vin rouge, au contraire, donc là c'est très, très obscur. Donc là, on parle d'un vin qui était, là, je suis avec un Altura Maxima, donc on parle d'un vin qui a été produit à 3100 mètres d'altitude, donc très, très obscur, bien sûr. Donc ça, c'est pour la radiation d'ultraviolet qui produit les peaux très, très obscures et très, très épaisses. Donc on a un vin pratiquement noir. Donc plus on est sur des notes violacées, plus le vin est jeune, et plus on évolue vers des notes plutôt orangées, plus le vin est vieux. Donc ça, c'est un 2018 qu'on vient juste de mettre en bouteille, donc ça reste très jeune. Et la même chose, on bouge la coupe. C'est là qu'on voit apparaître, là il y a beaucoup plus de jambes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là on voit vraiment des jambes très épaisses et qui tombent très doucement. Donc ça indique un vin avec beaucoup plus de corps et beaucoup plus de volume en bouche. Aussi, ça peut indiquer plus de présence d'alcool également. Non, donc ça, c'est la partie visuelle. Après, le premier nez. Donc là, je retourne sur le blanc. Donc là, le Torrontés, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, donc c'est un raisin très, très aromatique. Donc ce qui vraiment le premier impact du Torrontés, c'est vraiment la fleur blanche, beaucoup de jasmin, rose, un peu de pamplemousse et après de litchi, du fruit exotique. Une belle complexité, et ça reste délicat. C'est pas exubérant au nez, mais c'est bien sûr beaucoup plus fruité, beaucoup plus explosif qu'un chardonnay, pour donner un exemple plutôt classique, non? Le Malbec, donc là, justement, on parle dans mon cas, d'un raisin qui pousse à 3000 mètres, donc beaucoup de complexité. Le classique d'un Malbec, c'est le fruit. La première chose qu'on va sentir, en général, de toute façon, dans
dans un vin rouge, ça va être le côté plutôt fruité. En général, les Malbec, on est plutôt sur le fruit rouge, fruit noir, entre la framboise et la cerise noire. Et après, on a des notes florales, un peu de violette et pas mal d'épices avec pas mal de poivre blanc. Et là, dans mon cas personnel, donc ça pousse, c'est un raisin qui pousse sur un sol très riche en pierre. Il y a énormément de pierre, énormément de granit, donc il y a une note minérale, un peu de graphite qui est bien présente au nez. Et après, ce qui peut apparaître aussi dans les vins rouges, bien sûr, c'est l'élevage, donc l'utilisation de barriques. Donc si vous avez des notes toastées, café, vanille, ça viendra vraiment de la barrique. En général, la barrique qui respecte le mieux le vin, qui n'en envahit pas trop, c'est avec du chêne français. Mais après, on a les options d'utiliser du chêne américain ou des chênes même de l'Europe de l'Est. Dans le cas de Colomé, on utilise 100% chêne français. Et après le nez, la dégustation en soi. Dans le cas du Torrontés, ce qui surprend, c'est que c'est très, très fruité au nez. Donc, on s'attend à quelque chose de plutôt doux, mais au contraire, en bouche, c'est sec, il n'y a pas du tout de sucre, et assez frais, assez d'acidité, mais c'est bien balancé par un bon volume en bouche. Donc, c'est un vin très expressif, avec une belle fraîcheur en bouche, assez persistant. Comme c'est un vin aromatique, on n'utilise absolument pas de barrique. Donc, tout tourne autour de la fraîcheur et le fruit est autour du raisin. Donc, ça, ici, en Argentine, bien sûr, c'est un classique avec empanadas, mais c'est très bon pour aussi les picadas. Les picadas en apéro avec des fromages plutôt légers, un peu de charcuterie. Et aussi, moi, j'adore avec la cuisine péruvienne, ceviche et toute la combination asiatique, andine de la gastronomie péruvienne. Je trouve que le Torrontés, c'est un super vin pour ça. Et même justement la gastronomie asiatique, thaï et japonaise également, très bien. Un très bon vin pour combiner avec ce genre de nourriture. Après, le Malbec ou les rouges en général, on aura beaucoup de fruits en entrée dans la bouche. Et après, le volume qui est très important, il faut avoir un bon volume en bouche pour qu'il puisse être équilibré avec la fin en bouche qui est les tanins, le côté astringent du vin sur la fin qui permet au vin d'avoir un beau potentiel de garde. Ça, justement, quand vous ouvrez une bouteille, vous achetez une bouteille, si vous sentez un bon fruit, une belle présence de fruits, mais vous le sentez un peu trop acide ou un peu trop tannique, ça c'est un vin il faut pas avoir peur de le garder quelques années en cave avant de l'ouvrir de nouveau. Au contraire, si vous ouvrez un vin et que vous ne sentez pas d'acidité et pas de tanin, ça ne sert à rien de le garder. Non, il faut le boire tout de suite parce que justement, c'est ça qui va donner de la vie au vin et qui va permettre de le garder plusieurs années. En général, les vins argentins, les Malbec, c'est des vins de garde moyenne, 4, 5 ans, 6 ans. On ne parle pas d'un Bordeaux qu'on peut garder, ou un Bourgogne qu'on peut garder plus de 10 ans. Non, c'est des vins de soleil finalement, donc qui ont quand même des tanins assez ronds, même si on cherche une belle fraîcheur pour qu'ils puissent se garder, ça reste quand même des vins de consommation plus rapide qu'un classique français. Donc là, le Malbec, beaucoup de fruits, comme je disais. Tu m'entends, Thibaut? Tu m'entends? Oui. On a Eric avec nous, là, qui est de Grenade, en Espagne, et donc qui est en train de goûter un Muniana, qui est un assemblage Tempranillo, petit verre d'eau, Cabernet Sauvignon. Voilà. Oh, bah, il doit avoir pas mal de tanins, alors. Apparemment. Je pense que ça doit être ça dépend un peu justement de l'âge de la bouteille qu'il a ouvert, mais Tempranillo, petit verre d'eau, c'est des cépages plutôt tanniques, donc il va avoir une belle structure tannique en bouche.
Par contre, bien sûr, c'est des vins fruités, non? Donc, je pense qu'il a un beau fruit. Je ne sais pas de quand est cette bouteille, de quel millésime, mais si c'est un vin jeune, je pense que qu'il peut garder s'il a une autre bouteille, non? Il peut la garder au moins une dizaine d'années, parce que c'est vraiment les cépages classiques pour faire des vins de garde. Je vais juste inviter les auditeurs à participer au quiz pendant qu'on continue à échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit auparavant, en fait, si vous voyez mon écran, vous n'avez qu'à scanner le code QR là, directement sur votre téléphone pour participer au quiz et essayer de gagner une bouteille de Colomé. Donc, dépêchez-vous, sinon Pierre et moi allons aussi participer. Comme on connaît déjà les réponses, on est sûr de gagner. En tout cas, merci Thibaut. Moi, j'ai encore deux, trois questions aussi par rapport. Moi, la Malaja, Malbec, Cabernet Franc, c'est vrai que nous, on est plus habitués en tant que Français à boire plutôt des assemblages que du Malbec ou un seul cépage. Est-ce qu'il y a une tendance derrière tout ça, derrière ces vins-là, par exemple d'Amalaja ou d'autres bodegas qui essayent de lancer justement des assemblages pour peut-être attaquer d'autres marchés ou est-ce que c'est… comment tu le vois de ce côté-là? On parle d'Amalaja. Donc, Amalaja, c'est la deuxième cave de Colomé où justement tous les vins sont des vins d'assemblage. Basé surtout sur les cépages les plus emblématiques sont le Torrontés et le Malbec. Mais on joue justement, par exemple, le Torrontés, on l'assemble avec du Riesling pour faire un vin un peu moins sur le fruit du Torrontés, mais un peu plus sur la minéralité et les épices. Après, le Malbec aussi, on l'assemble avec du Tannat, avec du Cabernet Franc, justement pour chercher d'autres options. Après, à Malaja, nous, ce qu'on cherche, c'est des vins moins de garde, mais plus de consommation un peu plus rapide que les Colomé, des vins un peu plus fun, un peu plus facile à boire. Mais c'est une tendance. J'en ai parlé un petit peu avant quand j'ai parlé des vins d'Australie, un peu l'évolution des vins en Argentine. Il y a vraiment une tendance à chercher à innover. Et moi, ce qui me fascine vraiment ici en Argentine, c'est ça, c'est l'innovation de la viticulture en général. Quand je suis arrivé au début des années 2000, l'influence était clairement nord-américaine avec deux œnologues qui vraiment ont influencé et ont mis l'Argentine sur le map monde des vins produits. Donc Michel Rolland et Paul Hobbs qui ont vraiment développé les vins argentins, mais avec un style très nord-américain, donc des raisins très mûrs et beaucoup de bois, des vins assez lourds. Mais c'est ça qui a fait le succès il y a 15 ans maintenant, 15-20 ans des vins argentins. Et maintenant, il y a toute une nouvelle génération d'œnologues argentins, ou pas d'ailleurs, qui ont dit merci beaucoup pour avoir mis l'Argentine sur le map monde des vins, mais maintenant, on va faire des vins avec notre propre identité. Et justement, c'est là où on a un peu moins travaillé, beaucoup moins de bois, beaucoup moins de maturité, et chercher des alternatives au Malbec. Donc, bien sûr, le Malbec a fait la fama, le succès de l'Argentine, mais il y a vraiment une recherche d'autres cépages. Par exemple, dans notre cas, avec le Tannat, on utilise du Cabernet Franc dans les assemblages, énormément de Cabernet Franc vraiment de qualité exceptionnelle à Mendoza. Pour moi, c'est l'un des cépages les plus intéressants maintenant à Mendoza. Après, il y a des recherches. Nous, on a du Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah. C'est une terre d'opportunité finalement, puisqu'on n'a pas. En France, on a les AOC où on doit rentrer dans des cases. Tu es en Bourgogne, tu fais du Pinot Noir et c'est tout. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Comme on dit ici, c'est prueba et error, non? On a essayé, il y a beaucoup d'erreurs, donc des cépages qui ne fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent très bien. Et c'est vraiment ça qui est super avec l'Argentine, les vins du Nouveau Monde en général. Mais comme je disais au début, ce qui me fascine, c'est ce côté, l'inventivité des viticulteurs argentins, toujours à chercher une nouveauté, pas s'enfermer dans le Malbec, toujours chercher de la nouveauté, et c'est ça qui fait avancer les vins argentins sans aucun doute.
D'accord. Et puis, il y a aussi, je crois, en Argentine, enfin en Amérique latine de manière générale, peut-être beaucoup moins de règles qu'en Europe, où t'es pas, je crois qu'en Europe, on est dans un carcan de règles permanentes au niveau des vignes également. Donc, je pense que je peux pas planter. Oui, bien sûr. Après bon, en France, il faut tenir en compte on a près de 2000 ans d'histoire de viticulture. Donc, c'est vrai que c'est difficile de changer de changer la route. Après, là, ils vont pas. En France, en Europe, en général, il n'y a pas trop le choix. On va devoir faire une évolution en Europe à cause du changement climatique. Quand on voit qu'en Angleterre, ils produisent des mousseux plus que bons, il y a vraiment une évolution dans la viticulture européenne, justement pour les changements climatiques. Ça va aller de plus en plus vers le nord pour produire des vins frais et élégants. Ce qui n'a pas encore trop d'influence sur l'Argentine. Justement, ce qu'on voit en Argentine, c'est que si on retourne 25-30 ans en arrière, les vignobles étaient plutôt sur le côté est de Mendoza, à des altitudes beaucoup plus basses, 900 mètres, des climats plus chauds, des vins beaucoup plus lourds, alors que maintenant on cherche à monter dans les altitudes et recherche de fraîcheur et d'élégance. Et exactement comme tu dis, ici on a toute la liberté, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Après, on a un contrôle, bien sûr, justement pour éviter de faire n'importe quoi, non plutôt en termes de fraude plutôt qu'autre chose. Mais en ce qui est en termes de rendement par hectare, les cépages que tu veux planter, étiquetage, tu fais ce que tu veux aussi en étiquetage. C'est vrai qu'on a une plus grande liberté que les vins européens en général. Tu peux juste, parce que j'ai un trou de mémoire là sur le cépage qu'on ne trouve plus en France, c'est le Viognier ou le Chenin? C'est lequel des deux cépages qui est cultivé en Argentine et qu'on ne trouve plus en France? Un des deux. En Viognier, il y en a encore pas mal dans la Côte-du-Rhône et Chenin, c'est du Val-de-Loire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, le Carménère, le Carménère au Chili, qui a pratiquement disparu, à Bordeaux. Le Malbec, même le Malbec en soi, à part Cahors et un petit peu le Val-de-Loire, avait pratiquement disparu. C'était très très présent le Malbec dans le Bordelais, et il y en a plus du tout, presque plus. Alors qu'est-ce que c'est? Après, bon, ici, il y a des vignobles qui sont adaptés ici. Pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est le Malbec. Il y a de très bons Malbec à Cahors, non? Je vais pas discuter ça, mais ici, c'est très dur d'avoir un mauvais Malbec en Argentine. C'est vraiment le cépage qui s'est le mieux adapté à l'Argentine. Mais quand je vois justement comment évolue le Tanat, le Cabernet Franc, on voit vraiment que c'est un terroir très spécial pour les vins en général. Donc, beaucoup de potentiel pour développer les cépages français, italiens et aussi espagnols. Non? Mais c'est surtout les cépages français qui se développent très bien ici dans les terroirs argentins. Merci Thibaut, je suis désolé, on va devoir un peu couper, on a un petit peu débordé. Juste pour vous donner le résultat, c'est Florian qui a gagné le quiz. Il a 100% de bonnes réponses, donc je lui amènerai personnellement la bouteille la prochaine fois qu'on se voit. Il n'y a pas de souci. On a, voilà, le salon se termine. La salle en fait des apéros ont déjà commencé, donc pour ceux qui veulent les rejoindre. Un grand merci encore Thibaut pour ta participation, ta présence. C'est vraiment passionnant. Merci à tous les trois pour cet atelier là. Franchement, c'est une belle manière de clore et c'était cool d'avoir une expérience digitale comme ça à distance. C'était super pro et tout et je pense très intéressant. Merci vraiment à tous les trois et bravo. De venir à l'apéro virtuel, tu es. Ah oui, Thibaut, tu es bienvenu. Hein. Je mets le lien là. Attends, je te mets le lien. Oui, bien sûr, tout le monde peut voilà. venir. Je mets le lien en dessous, comme ça vous l'avez tous. Et vous cliquez directement. Ça ferait vachement plaisir de te voir en chair et en os à Colomé parce que. Bon, ça serait bien de se bourrer la gueule en vrai, quoi. Le virtuel. C'est bien digitalement de se bourrer la gueule, mais en vrai, c'est quand même plus sympa. Surtout qu'il y a des bisous en général pour se bourrer la gueule, donc c'est toujours plus sympa. C'est con parce que les bouteilles de Colomé sont en 75, en 1,5 litre, ça serait mieux. Hein.
Ça, je dis rien. Moi, je fais pas de message. Hein. Je vous attends, Merci, bienvenue. Voilà. Cliquez sur le lien, Thibaut, tu es évidemment le bienvenu avec nous. Si tu veux cliquer sur le lien dans le chat, tu te retrouveras dans les apéros avec nous et tu es évidemment le bienvenu. Et bah, tous ceux qui sont là, on vous attend là-bas. Merci à tous. Vive nous, Merci vive vous, encore, hein, vive le Thibaut. vin et vive l'Argentine. On espère se voir bientôt. Voilà. À bientôt. Ouais. Ciao tout À le monde. vous, Un grand merci. merci, hein, Thibaut.